Bonjour et bienvenue à cet atelier portant principalement sur le plurilinguisme et la manière dont nous, les enseignants et les enseignantes, pouvons le mettre en œuvre dans nos classes de langue. जब हम किसी से मिलते हैं तो हम नमस्ते करके मिलते हैं Sat Sri Akal, Assalamu alaikum. Like Sikh people, they do like なんかあーって感じになるかな。いたーって。 ሰላም ነህ እንዴት ነህ ደህና አደርክ ወይ ደህና መሸህ ወይ Vous venez, que ce soit un homme ou une femme, on lui fait la bise. we do use g'day a lot or mate. We're not particularly formal. Ce que vous venez de voir n'était pas destiné à remplir le temps ou simplement à vous divertir avec des images de personnes du monde entier. Ce que vous venez de voir est un minuscule exemple de la diversité croissante du monde d'aujourd'hui. Une diversité de langues, de cultures, de traditions et d'expériences. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec notre cours ou avec l'enseignement du français langue seconde. Eh bien, laissez-moi vous éclairer. C'est cette diversité exacte que vous trouverez dans vos salles de classe. À ce stade, lorsque vous vous trouvez dans votre classe face à des élèves de diverses origines, deux choix s'offrent à vous. Soit ignorer cette diversité et traiter vos élèves comme des élèves identiques, soit prendre en considération leur diversité et planifier vos cours en conséquence. Mais comment? Comment, en tant qu'enseignant de langue, transformez-vous ce concept abstrait de diversité en une approche pédagogique concrète dans vos cours de langue? La réponse est très simple. C'est à travers le plurilinguisme ou la pédagogie plurilingue. Avant de nous plonger dans l'histoire et la raison d'être du plurilinguisme, il est important de définir d'abord le terme et de le placer dans le contexte de l'apprentissage et de l'enseignement. Alors, c'est quoi le plurilinguisme? D'après le cadre européen commun de référence pour les langues, le plurilinguisme désigne la capacité d'une personne compétente dans plus d'une langue à passer d'un code linguistique à un autre afin de communiquer efficacement dans un ensemble particulier de circonstances. Contrairement au contexte bilingue, où l'une des langues est souvent considérée comme supérieure ou plus prestigieuse que l'autre, le plurilinguisme implique qu'aucun code linguistique ne se voit accorder plus d'importance que les autres. En outre, le plurilinguisme ne doit pas être confondu avec le multilinguisme, qui désigne une situation dans laquelle plus d'une langue est utilisée dans une zone géographique spécifique. Vous êtes perdu, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je vais clarifier les choses. Jusqu'à présent, vous avez entendu parler du plurilinguisme, du multilinguisme et du bilinguisme. Mais quelle est la différence entre tous ces termes? Laissez-moi vous montrer. Voyons la différence entre les trois termes bilinguisme, multilinguisme et plurilinguisme. Commençons par le bilinguisme. Comme son nom l'indique, le bilinguisme implique deux langues. Bien que les personnes bilingues soient connues pour avoir de meilleures capacités cognitives, comme le prouvent déjà les recherches, cela a généralement un prix. Les personnes bilingues ont souvent tendance à avoir un niveau de compétence supérieur dans une langue au détriment de l'autre. Quant au multilinguisme, il est perçu comme une répartition des rôles de langue en fonction du contexte. Par exemple, vous utilisez l'anglais et le français à l'école pour vos études et votre travail, l'espagnol pour écouter votre musique préférée et l'italien, votre langue maternelle, pour parler avec votre famille et vos amis. Alors dans le multilinguisme, les langues se voient attribuer des rôles spécifiques qui ne peuvent être mélangés ou interchangés. Quant au plurilinguisme, notre protagoniste d'aujourd'hui, c'est la capacité pour un individu, dans un contexte donné,
de se débrouiller avec des moyens empruntés à plusieurs langues, ce que nous appelons des répertoires plurilingues. Donc c'est une boîte à outils constituée de connaissances plus ou moins abouties ou plus ou moins partielles, mais qui fait qu'on se débrouille, qu'on se comprend, que l'on se fait comprendre. Dans certains domaines, vous possédez très bien une langue étrangère, vous en maîtrisez toute la subtilité, à l'oral comme à l'écrit. Dans d'autres langues, vous avez des savoirs minimaux qui sont adaptés aux besoins des situations de communication qui sont les vôtres, et cela suffit ainsi. En termes d'approche des langues, le plurilinguisme est apparu en Europe en raison de la diversité croissante des traditions linguistiques, culturelles et sociales des populations. Il s'est ensuite étendu à différents pays de l'Europe et même d'autres continents, comme le continent africain, le continent asiatique et même les États-Unis et le Canada. Dans le cadre de son travail de promotion d'une éducation linguistique inclusive, le Conseil de l'Europe a développé le cadre européen commun de référence pour les langues, généralement connu comme le CECR. La première version de la description du projet est apparue en l'an 2000. Elle a été mise à jour en 2021. Le CECR offre une base commune pour l'élaboration de programmes de langue vivante, de référentiels, d'examens ainsi que les manuels. Le CECR est proposé en tant qu'outil descriptif permettant aux utilisateurs de réfléchir à leurs décisions et à leurs pratiques. Il est donc un outil très flexible devant être adapté aux différents contextes d'utilisation. La description du plurilinguisme ainsi que la pédagogie plurilingue dans le CECR décrit de manière exhaustive ce que les apprenants doivent apprendre à faire pour utiliser une langue à des fins de communication et quelles connaissances et compétences ils doivent développer pour pouvoir agir efficacement. La description couvre également le contexte culturel dans lequel s'inscrit la langue. Le cadre définit également des niveaux de compétences qui permettent de mesurer les progrès des apprenants à chaque étape de l'apprentissage et tout au long de la vie. Les principaux objectifs du CECR sont les suivants. 1. Promouvoir le plurilinguisme et la diversification dans le choix des langues dans le curriculum. Soutenir le développement et la démonstration du profil plurilingue des apprenants individuels. Développer et réviser le contenu des programmes d'enseignement des langues et définir des descripteurs positifs comme can do, adaptés à l'âge, aux intérêts et aux besoins des apprenants. Concevoir et développer des manuels et du matériel pédagogique. Soutenir la formation des enseignants et la coopération entre enseignants de différentes langues. Améliorer la qualité et la réussite de l'apprentissage, de l'enseignement et de l'évaluation, et finalement faciliter la transparence des tests et de la comparabilité des certifications entre les différentes régions du monde et les différents pays. Dans toute situation de communication, les compétences générales, par exemple la connaissance du monde, la compétence socioculturelle, la compétence interculturelle, et éventuellement l'expérience professionnelle, sont toujours liées aux compétences langagières communicatives, donc les compétences linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques, ainsi qu'aux stratégies pour accomplir une tâche. Avec les activités langagières communicatives et les stratégies, le CECR remplace le modèle traditionnel des 4 compétences, écouter, parler, lire et écrire, qui s'est avéré de plus en plus inadéquat pour saisir la réalité de la communication. L'organisation proposée par le CECR est plus proche de l'usage de la langue dans la vie réelle, qui est fondée sur l'interaction et implique la co-construction du sens. Les activités alors dans le CECR sont présentées selon 4 modes de communication: réception, production, interaction et médiation.
La médiation est peut-être l'une des contributions les plus significatives du CECR. Nous en parlerons en détail dans un instant. Le CECR aussi représente plusieurs niveaux d'apprentissage et d'enseignement. Les niveaux débutants, qui sont le A1 et A2, niveau intermédiaire B1 et B2, et les niveaux avancés C1 et C2. Le CECR représente une vision innovante de l'enseignement et de l'apprentissage des langues. Il offre des échelles descripteurs par niveau qui sont alignées avec le curriculum et donc avec le matériel enseigné en classe. Il réfute les approches traditionnelles des langues basées sur les 4 compétences et s'oriente vers 4 modes de communication qui sont la réception, la production, l'interaction et la médiation. Quand je parle de médiation, je parle de médiation de la compréhension et médiation du sens. Comme le mot l'indique, dans les activités de médiation, l'utilisateur de la langue ne cherche pas à exprimer ses propres significations, mais simplement d'agir comme un intermédiaire entre les interlocuteurs qui sont incapables de se comprendre directement. La médiation peut prendre différentes formes: médiation de texte, médiation de concept et médiation de communication. Je parle donc d'une co-construction du sens. Les apprenants impliqués dans le processus de communication cherchent à établir un sens commun par l'utilisation de leurs différentes langues. Les apprenants sont perçus comme des agents sociaux, ce qui les place au centre de l'apprentissage. Cela implique de les impliquer activement dans le processus d'apprentissage et de leur permettre d'utiliser toutes leurs ressources pour accomplir une certaine tâche. Le CECR ainsi invite les éducateurs à adopter une approche orientée vers l'action lors de l'élaboration des tâches, en choisissant des sujets qui s'inspirent de la vie quotidienne des apprenants. C'est grâce à cette approche que les apprenants seront en mesure de développer une compétence plurilingue et pluriculturelle. La mise à jour du CECR, publiée en 2020, développe davantage la vision initiale du CECR, notamment en ce qui concerne la médiation. Elle propose également des orientations pédagogiques sur lesquelles les éducateurs peuvent s'appuyer pour mettre en œuvre le plurilinguisme et la pédagogie plurilingue. Un produit intéressant du CECR 2020 est la feuille Excel consultable par laquelle les éducateurs peuvent rechercher leur objectif souhaité et le niveau des apprenants pour trouver des descripteurs qui peuvent guider le développement des tâches. Les descripteurs sont disponibles en plusieurs langues comme le français, l'anglais, l'italien et l'espagnol. Voici un exemple de résumé de la description des différents niveaux liés aux compétences que les étudiants sont censés acquérir. Ce que vous voyez est un exemple de description d'une des compétences mentionnées dans le CECR, qui est la compétence d'identifier des indices et faire des déductions à l'oral, signé et à l'écrit. Vous allez maintenant regarder une vidéo qui vous aidera à mieux visualiser comment le plurilinguisme peut être adopté en classe de langue. Dans ce projet réalisé dans une classe pluriethnique et plurilingue, nous avons demandé à des élèves de 6e année de réaliser un imagier plurilingue qui a été présenté à des jeunes de préscolaire de leur école. Tout au long de ce projet, nos intentions pédagogiques étaient d'éveiller les élèves face à la diversité linguistique, de légitimer leur bagage linguistique, d'acquérir des connaissances sur les langues, notamment sur les familles de langues,
d'observer, de comparer et de comprendre d'autres langues, plus précisément le concept de congénère. Pour réaliser ce projet, plusieurs activités ont été mises en place. Il y a beaucoup de mots, ok, dans différentes langues. Ce que vous allez faire, alors vous allez classer ces mots-là selon les 3 familles de langues. Les mots que vous avez ici sont classés selon 3 familles de langues. Une famille latine, une autre slave et l'autre germanique. Lui, c'est pas bon. Lui, il va en train. Oui. Lequel mot je mets là que j'ai changé? Il y a sûrement un mot que t'as pas mis bien. Atis. Mais il y a sûrement un mot que t'as... Comme les yeux avec un Y. C'est un créole? Commencez mieux. Avant la mise en œuvre du projet, nous avons demandé aux élèves d'apporter des livres dans différentes langues. L'enseignante leur a fourni aussi des documents plurilingues. Vous êtes capable d'écrire des mots dans d'autres langues, de vos amis. Est-ce que ça arrive qu'on connaît des mots en créole? Oui. Est-ce que ça arrive qu'on connaît des mots en arabe? Oui. Alors, la première chose à faire, tu plies ton papier en 3 sections. Tu décides d'écrire, admettons, en créole, des mots que je sais en créole. En arabe, des mots que je sais en arabe. En espagnol, des mots que je sais en espagnol. Si on ne connaissait pas un mot en la langue, Ouais. on peut l'écrire en français. Oui, au son français qu'on connaît. Oui, c'est permis, d'ailleurs. C'est permis de le faire. Mamboulé piti piti. Ça, c'est une bonne phrase. Je l'ai écrit sur une page, moi. La boulée petit petit, je vais bien, de mieux en mieux. Comment on le prononce? J'aimerais ça t'entendre dire pour qu'on puisse répéter après toi. Ni hao. Ni hao. Et on sent l'accent, hein? On va le dire ensemble, tout le monde? Ni hao. Quand on l'écrit, nous, quand on écrit, c'est avec des lignes. Magnifico. Magnifico. Alors, d'après vous, je m'adresse à tout le monde maintenant. D'après vous, magnifico. Tout le monde dans la classe parle français. Oui. Oui, hein? Est-ce qu'il y a un lien? Il y a quelque chose qui peut nous dire c'est quel mot ça? Oh, il y a plein de mains. Pisaille. Magnifique. Magnifique. Est-ce que c'est vrai? Magnifique. Parce qu'il y a des ressemblances, hein? Bon, c'est bien. Ah, c'est de l'arabe de l'Algérie? Oui. OK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français? Beaucoup. Beaucoup.
parce que dehors, on parle une autre langue arabe, mais à l'école, on parle arabe, genre de l'école. L'arabe de l'école, j'aime ça. Ça, c'est l'arabe de l'école, mais de dehors, c'est pas comme ça. Pour cette deuxième activité, nous avons demandé aux élèves d'observer et de comparer le mot lune dans 4 langues différentes: anglais, français, italien et japonais. Il n'y a pas de A dans l'une. Mais dans l'une, il y a une. Il y a 3 lettres. Ça, le français, l'espagnol et l'italien, ça c'est pas la même chose. Parce que check, Le radical se ressemble. c'est quoi la différence? Moi, je trouve que Lune et Luna, ils ont un truc en commun. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ces deux-là, ça se ressemble. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que genre comme... Mais check, imagine, t'es un Italien, tu sais pas dire lune en français, alors je veux dire, c'est la nuit, je vois un Luna là-bas, c'est sûr qu'il va te comprendre. Lune et le mot luna, ça fait partie d'une même famille de langues que vous allez découvrir dans l'autre activité que vous allez faire encore en équipe. Nous avons ensuite distribué une feuille sur laquelle on retrouve le mot poisson écrit dans 15 langues différentes. En équipe, les élèves devaient regrouper ces mots en familles latines, germaniques ou slaves. Ici, qu'est-ce qu'on a de commun? Le L, le U et le N. Alors, on peut dire que ces deux mots-là font partie d'une même famille de langues parce qu'ils viennent d'une même langue d'origine. Là, je viens de rajouter quelque chose de nouveau, d'une même langue d'origine. Quelle est cette langue d'origine-là? Au départ, quelle est cette langue d'origine? J'ai lune en français, j'ai luna en italien. Je dis que ces deux mots-là font partie d'une même famille de langues. Quelle est cette famille de langues-là? Ajar, tu essaies? Quelle famille de langues d'après toi? Le LUN. Non, une langue. C'est une langue ancienne qu'on ne parle plus maintenant, mais on l'apprend. Alors, je vais vous le dire, c'est une racine latine. Latine. Alors, on a appris les familles de langues. Aujourd'hui, on va faire autre chose. Vous avez des termes, un terme 1, terme 2, terme 3, terme 4, dépendamment des équipes, terme 5 et autres termes. Ici, autres termes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est des mots qui sont écrits dans... Avez-vous regardé les mots? Dans combien de langues? 4 langues différentes. D'après ce qu'on a appris hier, vous allez classer les mots selon la langue d'origine. Alors, vous avez des mots dans 4 langues différentes, en français, en anglais, en créole et en espagnol. Comme l'espagnol. Papa. C'est ça. Il peut juste le créole, mais dans l'espagnol, c'est vide. Ouais, en espagnol, c'est vide. Français, c'est rempli. Mais dans 6, là... Lui, c'est pas bon. Lui, il va en Oui. Lequel mot je mets là, que j'ai changé? Il y a sûrement un mot que t'as pas mis bien. Mais il y a sûrement un mot que t'as... Comme les yeux avec un Y. C'est un créole, je pense qu'il n'y a pas d'accent. Non, il y a des... Aujourd'hui, à travers cette activité, ce que j'aimerais vous faire découvrir, on appelle ces mots-là, ce sont des congénères. Ça veut dire, c'est des mots qui s'écrivent, qui ont à peu près la même orthographe, c'est-à-dire qui s'écrivent presque de la même façon, mais dans des langues différentes. Si je prends le mot papaye, en français, on va dire papaye. En anglais, on va dire papaya. En espagnol, papaya. Et en créole, papaye. C'est le même mot. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place
Quelle stratégie vous avez utilisée pour savoir? Parce que moi je remarque que genre l'espagnol, parfois ça finit par comme trompeta, flauta. Comme... Ah! Lui, il s'est basé sur la fin du mot, à savoir, il voit souvent en espagnol que ce mot-là finit par A. Fait que ça l'a permis de classer le mot. Moi, je voudrais faire une petite remarque. Oui. En anglais et en arabe. Oui. Moi et mon frère, à chaque fois qu'on cherche de trouver des mots qui se ressemblent. Ah oui, tu le fais déjà. Très bien. On avait trouvé en anglais chat, le mot cat. Et en arabe, ça se dit cat. Et ça veut dire la même chose. Après avoir classé ces mots dans les 4 langues différentes, nous avons demandé aux élèves de consulter leurs parents pour traduire ces mots dans d'autres langues et, selon le cas, d'identifier s'il s'agit de congénères. Tous ces mots seront utilisés pour produire l'imagerie plurilingue. Je veux que le grand livre qu'on va préparer, ça représente tout le monde dans la classe. De par notre langue, le fait qu'on parle une langue, ça représente qui on est. C'est notre identité. Alors, vous allez rester dans vos équipes respectives. Je vais vous distribuer un peu de carton de couleur pour commencer à préparer le grand imagier parce qu'on va faire un grand livre. Vous allez utiliser vos crayons de couleur, vous allez utiliser, découper des lettres dans des journaux pour que ça soit beau. On a fait un titre, tout ce qui nous entoure, parce que dans cette catégorie, la plupart des objets et des bâtiments qui y sont, c'est la plupart des choses qui sont autour de nous. Et puis après, on va mettre plusieurs objets et avec beaucoup de couleurs pour montrer tout ce qu'on va retrouver dans le livre. On a écrit comme titre « Le chant des objets ». On a pris cette idée grâce à Charlie. Merci beaucoup, Charlie. Alors, de quoi ça va parler? Ça va sûrement parler des instruments de musique. Nous, on l'a choisi comme c'est bon parce qu'on voulait que, puisqu'on va les présenter à des petits, alors on voulait qu'ils comprennent facilement. On a mis des couleurs pour qu'ils aiment ça et ça va parler de nourriture. Les amis de préscolaire, les grands de 6e année, ont préparé pour vous une belle activité. Ils vont vous présenter leur activité. Alors, c'est un grand livre qu'on appelle l'imagier qu'ils vont vous présenter. Alors, chaque équipe a son groupe d'élèves de 6e année qui va présenter le livre. Okay. Alors, on va commencer. Le titre, ça s'appelle « Les personnages d'à côté ». Les personnes d'à côté. Est-ce que vous pouvez deviner c'est quoi ça? Vous pouvez deviner? Ça, c'est quoi ça? Êtes-vous capable de dire ça? Ouais. Ok, vas-y. Guitare. Ok. Ici, on a 2 mots qui se ressemblent, c'est le même mot, sauf que c'est en différentes langues. Ici, c'est guitarra et guitarra. C'est en italien et en espagnol. Tu parles espagnol? Ici, c'est pas olive. En anglais, c'est olive. Olive. En turc, ça, c'est Scanaoria. Dis-le. Scanaoria. Comment on dit ça? Sopa. Céréales. Ça veut-tu qu'il y a quelques mots dans d'autres langues qui veulent que ça s'écrit presque pareil et qu'ils veulent dire la même chose?
Tout au long de ce projet qui a permis de produire ces imagiers, les élèves ont poursuivi leur apprentissage en français. C'est en faisant ces genres d'activités qu'ils apprendront à s'ouvrir à la diversité des langues, ce qui les prépare à vivre en français au Québec dans une société pluraliste et plurilingue. Maintenant que nous avons abordé les bases et l'histoire du plurilinguisme, la prochaine partie de notre atelier se concentrera sur les stratégies pédagogiques spécifiques que les enseignants peuvent utiliser pour mettre en œuvre la pédagogie plurilingue dans leur classe de langue. Bien qu'il existe plusieurs stratégies permettant d'engager les élèves dans leur répertoire linguistique et culturel, et de nouvelles qui restent à imaginer, dans cette présentation, nous mettons en avant 5 stratégies utiles décrites dans les prochaines diapositives à travers des vidéos tutoriels. La première stratégie est la stratégie de comparaison interlinguistique. La deuxième stratégie est comparaison interculturelle. Troisième stratégie, translangage. Quatrième stratégie, traduction pour la médiation. Et cinquième stratégie, plurilittératie. Story, histoire, storia, story. What do all these words have in common? For this, cross-linguistic analysis would be very useful. This video is brought to you by the Plurilingual Lab and is funded by the Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Cross-linguistic analysis is a pedagogical strategy wherein students compare the languages in their repertoire to the target language, for example, English. By doing so, students act like linguists themselves, engaging actively in their learning. These comparisons can be at the level of linguistic features, such as morphology, phonology, syntax, and semantics, or it can be at the level of language use, such as discussing discourse markers. One great application of cross-linguistic analysis is the plurilingual table. We can use a plurilingual table to cross-linguistically analyze a new vocabulary item by drawing from the student's linguistic repertoire. On this table, for example, we can see that English, French, and Tagalog all use the same script. However, all the words for story are spelled differently in each of the languages. In addition, Japanese, while using a different script, actually sounds closer to the English word for story than the French word histoire. In addition, while histoire in French can be used to mean story and history, this polysemy is not applicable in English. Cross-linguistic analysis is very effective for teaching and learning many other different linguistic items and concepts. It's up to you to apply this plurilingual strategy creatively. Cette stratégie permet aux élèves de comparer les langues de leur répertoire à la langue cible, le français dans votre cas. Ces comparaisons peuvent porter sur des caractéristiques linguistiques comme la morphologie, la phonologie, la syntaxe et la sémantique. Sémantique, ça concerne le sens du mot. Ou l'utilisation de la langue comme les marqueurs de discours. Par exemple, vous pouvez demander à vos élèves de comparer la façon dont les mots sont formés dans différentes langues. Ou bien, vous pouvez leur demander de comparer comment une phrase est construite dans différentes langues. Un exemple d'activité que vous pouvez utiliser est l'activité du tableau plurilingue. In an increasingly globalized world, cross-cultural comparison is a key strategy in second language education. This video is brought to you by the Plurilingual Lab and is funded by the Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Inseparability of language and culture
led to the development of different plurilingual strategies to second language education. Cross-cultural comparison is an opportunity for learners to learn about new cultures, customs, values, and beliefs of different communities. English, for example, is a language spoken in different parts of the world. Yet, people use it differently depending on the culture. For example, in Western societies, concluding an email with thank you in advance is a sign of respect. However, in Japan, it is considered rude as if you're assuming the recipient has already agreed to do the action. One way to go about it in class is to generate a discussion on how languages are used differently depending on the culture. The teacher may write the word happiness on the board and ask students to define it depending on their cultural background. Happiness may be a state of mind in some cultures and languages, and a feeling or an emotion in others. You might be wondering, how is this useful for learners? Well, by allowing students to compare their languages and their usage in different cultures, not only do they feel like their cultural knowledge is valued and not marginalized, but it also teaches them to be critical thinkers. Learners' linguistic and cultural diversity is an asset that educators should take into account as they work their way in the classroom. Cette stratégie met l'accent sur le caractère indissociable de la langue et de la culture. Elle permet aux apprenants de se familiariser avec de nouvelles cultures, croyances, traditions et valeurs de différentes communautés. Par exemple, la langue française est utilisée dans différentes régions et pays du monde, comme le Canada et la France. Cependant, elle est utilisée différemment selon la région. En France, par exemple, l'utilisation du pronom personnel vous est importante pour montrer le respect, surtout lorsqu'on s'adresse à des personnes âgées ou à des professionnels. Au Canada, par contre, les gens sont beaucoup plus enclins à s'adresser aux autres de manière informelle, en tutoyant les gens, ou bien en utilisant le pronom personnel informel tu. Translanguaging is an effective plurilingual strategy where students can use the variety of languages in their linguistic repertoire. This video is brought to you by the Plurilingual Lab and is funded by the Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. The prefix trans implies transcending language boundaries and using different languages simultaneously as an integrated communication system. When learners are stuck on a word in English, for example, and can't find it, they switch and continue in a different language. They later check for the word in English. This is called postponing. Translanguaging is flexible in that it allows learners to blend different languages in one sentence or come up with their own words to make meaning of a certain content. This allows learners to convey their message without interrupting the communication process. For example, if the topic of discussion is global warming, students can read text in English and in other languages and compare if the content is presented in a similar or a different way. Students can also develop some critical thinking if they evaluate how the content is presented in different sources, for example, newspapers in Canada versus newspapers in China. Not only does translanguaging take into consideration learners' linguistic and cultural diversity, it is also a flexible strategy for making meaning of content in a new language. Cette stratégie permet aux apprenants d'utiliser les différentes langues de leur répertoire linguistique. Le préfixe trans signifie que l'on transcende les frontières linguistiques et qu'on utilise simultanément différentes langues comme un système de communication intégratif. Une technique courante en translangage est appelée report ou postponing en anglais. Par exemple, si les étudiants rédigent un texte en français et sont bloqués sur un mot, ils peuvent l'écrire dans une autre langue et vérifier plus tard son équivalent en français. Cela permet aux apprenants de ne pas interrompre le processus de communication et leur chaîne de pensée. Translation is a useful plurilingual practice that teachers can implement in the classroom. This video is brought to you by the Plurilingual Lab and is funded by the Fonds de recherche du Québec, Société et Culture.
Translation is an instinctive linguistic function that we come across in our daily lives. It makes it possible to communicate by going beyond language borders. In the classroom, it could be used as a pedagogical strategy for plurilingual instruction. Whenever there's a new expression, vocabulary, or grammatical item in the lesson, teachers can plan activities that engage students in using the languages in their repertoire. For example, teachers can ask students to translate new items into languages they already know and compare their meaning, pronunciation, and usage to their counterparts in English. Translation can also be used in literature classes. When covering one of Shakespeare's work, for example, teachers can ask students to analyze in writing and in English the different elements of the text and then present their analysis orally to the class in any other language in their repertoire. They can also choose multilingual songs, known as mashups, in languages one or more students are familiar with. Students can then compare the themes and lyrics of the songs, whether they are similar or different from English. Play role can also be a very engaging activity that students really enjoy. Teachers can ask students to choose a destination whose language is different than theirs and explain how they can use translation to navigate their way. Not only translation cuts across language barriers and creates common understanding among learners, it can also be very fun. How would you use translation in the classroom? Cette stratégie souligne l'importance de la traduction comme une pratique linguistique instinctive que nous utilisons dans notre communication quotidienne. La traduction peut être utilisée en classe comme une stratégie pédagogique pour l'enseignement plurilingue. Des exemples d'activités de traduction que vous pouvez utiliser en classe sont les mashups de chansons, donc ce sont les chansons qui mélangent plusieurs langues, ou même imaginez des plans de voyage et demandez à vos élèves d'expliquer comment ils pourront utiliser différentes langues dans ce nouveau contexte. What do videos and songs, GIFs, memes, Google Slides, or even gestures have to do with language learning? Well, let's take a look at plurilingualities. This video is brought to you by the Plurilingual Lab and is funded by the Fonds de Recherche du Québec, Société et Culture. Communication is a purposeful social activity, and plurilingual instruction considers language learners as social agents who complete different daily tasks using linguistic and cultural knowledge. Learners do not only interact through listening, speaking, reading, and writing, but also using other types of literacies. For example, learners can use visual representations such as emoticons and GIFs. They can also use photographs, gestures, and other digital literacies including creating movies and blogs, creating songs, preparing PowerPoint presentations, and many others. In the classroom, one way to utilize learners' pluriliteracies is through activities such as the Plurilingual Identity Portrait, where students visually represent their plurilingual identity. They can also add multilingual texts to describe their drawings, and they can also orally present their portraits after. Similarly, translingual doodling allows students to associate newly learned word forms and meanings across the repertoire using visual representations. Students can also be asked to draw from their wide variety of semiotic resources to create memes on certain topics such as their plurilingual lives and their experiences with online learning. Utilizing learners' pluriliteracies in a plurilingual instruction allows both teachers and learners to be more creative when thinking about the ways that we use languages to communicate. Cette stratégie souligne que les apprenants, en tant qu'agents sociaux, dans la société évidemment, utilisent différentes littératies pour communiquer, comme les GIFs, les memes et les représentations visuelles. Elle met également en évidence les façons créatives dont les apprenants utilisent la langue pour communiquer. Des exemples d'activités que vous pouvez utiliser en classe sont l'exemple de l'activité du portrait plurilingue ou bien gribouillage à noter, ce qu'aussi on appelle doodling.
ou bien comparaison de memes et comment on peut utiliser ces memes dans différentes cultures, ou bien comment ces memes sont déjà utilisés dans différentes cultures et différentes sociétés. Maintenant, jouons un petit jeu de vérité ou de mythe. À l'écran, vous avez plusieurs hypothèses sur la pédagogie plurilingue. Sur la base de ce que vous avez appris jusqu'à présent, essayez de deviner lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Les réponses s'afficheront une par une. Première hypothèse. Afin de mettre en œuvre le plurilinguisme, les enseignants doivent connaître toutes les langues de leurs élèves. Certes, personne n'attend des enseignants qu'ils connaissent toutes les langues de leurs élèves. C'est une chose absurde à attendre. La pédagogie plurilingue demande aux enseignants de simplement reconnaître l'existence de différentes langues et de permettre aux apprenants de les utiliser en classe. C'est une expérience d'apprentissage tant que pour les élèves que pour les enseignants. La deuxième hypothèse. Le plurilinguisme consiste à parler toutes les langues de son répertoire au même niveau. C'est exactement le contraire. Le plurilinguisme n'implique pas une compétence égale dans différentes langues. Les apprenants peuvent parler les langues à des niveaux différents. La troisième hypothèse, le plurilinguisme concerne uniquement les langues et non les dialectes ou les différentes variétés de langues. Le plurilinguisme comprend différents dialectes et variétés d'une même langue. Par exemple, le français québécois, le français parisien et le français du sud de la France. Par conséquent, même une personne monolingue qui ne connaît qu'une seule langue peut également être considérée comme plurilingue si elle sait comment parler ou bien elle est exposée aux différents dialectes de la langue française. Passons à la quatrième hypothèse. Les enseignants doivent préparer tout le matériel à partir de zéro afin de mettre en œuvre le plurilinguisme. Les enseignants ont le droit de paniquer et d'hésiter à mettre en œuvre une pédagogie plurilingue si cela implique de revoir l'ensemble du programme. Cependant, les enseignants peuvent justement modifier le matériel existant et ajouter une touche plurilingue. Donc le même travail peut être recyclé. La dernière hypothèse, une mise en œuvre correcte du plurilinguisme implique de planifier toute la leçon autour de celui-ci. Cela nous ramène à l'idée de surcharger les enseignants qui ont déjà beaucoup à faire. Cependant, la pédagogie plurilingue ne doit pas nécessairement prendre autant de temps. Il suffit d'ajouter une ou deux questions ou même une référence à d'autres langues et cultures dans la leçon. Comment alors, en tant qu'enseignant, peut-on implémenter la pédagogie plurilingue avec la technologie? En fait, toutes les stratégies précédentes dont nous avons discuté peuvent être améliorées par l'utilisation des technologies. Par exemple, lorsque les élèves veulent traduire, permettez-leur de sortir leur téléphone ou d'utiliser les ordinateurs disponibles en classe pour accéder à l'Internet et traduire le mot, ou bien pour accéder à un logiciel de traduction qui est déjà sur l'ordinateur. Vous pouvez également leur donner des exemples d'outils de traduction crédibles qu'ils peuvent utiliser. Si vous enseignez à de très jeunes enfants, vous pouvez utiliser votre ordinateur, projeter votre écran et montrer aux élèves comment un mot peut être traduit dans leurs différentes langues. Vous pouvez également leur montrer différentes vidéos YouTube sur les différentes cultures du monde entier. Vous pouvez ensuite susciter une discussion en classe sur ce qu'ils ont regardé. Si vous enseignez à vos élèves, par exemple, la structure des phrases, vous pouvez projeter votre écran et ouvrir un nouveau document vierge sur Google Doc.
Si votre élève ou bien vos élèves ont accès à un ordinateur, vous pouvez leur demander d'accéder aux documents et de taper la traduction d'une phrase dans leur propre langue. Ensuite, vous pourrez tous comparer la structure des phrases dans les différentes langues par rapport au français. En conclusion, ce que vous devez retenir de cet atelier, c'est que la pédagogie plurilingue n'est pas un changement d'objectif, c'est simplement un changement de perspective. Donc si dans votre cas, vous enseignez le français, cela restera votre objectif. Vous changerez simplement la façon dont vous abordez le processus d'enseignement. Donc au lieu de forcer vos élèves à utiliser uniquement la langue d'enseignement, vous leur permettez d'utiliser les langues de leur répertoire pour mieux les aider à acquérir le français. La validation des langues des apprenants est une validation de leur identité, comme de leur expérience de vie. La façon dont nous utilisons les langues est une représentation de nous-mêmes. Il y a donc une dimension socioculturelle et personnelle que nous ne pouvons pas ignorer en tant qu'enseignants de langue. Le plurilinguisme est une critique solide des langues dites dominantes. Il ne devrait pas y avoir de langue dominante, il devrait plutôt y avoir des langues égales. Le plurilinguisme réfute l'idée de compartimenter les langues en silos séparés. Les langues ne sont pas traitées comme des entités distinctes, mais comme un seul répertoire. Les tâches plurilingues sont orientées vers l'action dans le sens où elles simulent des situations susceptibles d'être rencontrées dans la vie quotidienne, comme par exemple demander de l'aide, demander ou bien commander de la nourriture ou suivre des instructions. C'est un changement alors plein d'espoir, mais aussi un long chemin à parcourir. Mais nous devons commencer quelque part et être les agents de changement. Alors soyez les agents de changement. Voici quelques exemples de tâches de français qui mettent en œuvre une pédagogie plurilingue. Les tâches sont conçues pour les adultes, mais elles peuvent servir d'exemple pour vous aider à conceptualiser vos futures tâches. Les exemples de tâches représentent les niveaux A1, A2, B1 et B2, donc représentent le niveau débutant et intermédiaire. Le lien vers les tâches sera disponible sur Moodle. Voici aussi des exemples de ressources destinées aux éducateurs pour les guider dans la mise en œuvre d'une pédagogie plurilingue dans leur classe. La plupart de ces ressources sont déjà disponibles sur Moodle dans la section ressources complémentaires. Merci. Thank you. Shukran. Obrigada. Danke.